Le déclic, c'est un format d'épisode qui suit en version courte le modèle de ce que je propose en accompagnement individuel avec mon organisme de formation Pédagogie en mouvement. Une personne rencontrée, une problématique exposée, des pistes de travail inspirantes et des solutions concrètes pour y répondre. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Céline Grisoni. Elle est elle-même formatrice spécialisée dans la périnatalité et la petite enfance. Et elle vient avec cette question: comment assurer un double guidage au sein d'un même cours, d'un même atelier? Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Bonjour Céline, bienvenue dans cet épisode, le déclic du podcast Pédagogie en mouvement. Comment est-ce que ça va? Est-ce que tu es bien, que tu es bien installée? Bonjour Anne, oui, ça va, merci, je suis bien installée et prête à échanger avec toi. Et je dois prévenir nos auditeurs, auditrices que, en fait, Céline, tu es une fidèle habituée de Pédagogie en mouvement parce qu'à la fois tu es abonnée au Labo Corps et Savoir et aussi que tu suis des accompagnements individuels depuis un moment déjà. Mais la problématique qu'on va élucider, élaborer ensemble aujourd'hui, à laquelle je vais donner des pistes de réponse, des pistes de travail, on n'y a jamais travaillé ensemble dessus. C'est vraiment pour moi du sans-filet qui va sortir de ma malle à outils de Mary Poppins pédagogique, des outils pour pouvoir y répondre. Mais avant qu'on commence et que tu évoques à la fois ton activité et la problématique actuelle que tu as, moi, il y a une chose qui m'intéresse et du coup, j'en profite pour déjà te remercier d'essuyer un peu les plâtres de ce format qui est peut-être pas facile parce que ça demande d'oser dire qu'il y a des endroits sur lesquels on a besoin de se faire aider les uns les unes les autres. Mais j'allais dire, moi avec en fait. Moi, je reçois par ailleurs une supervision, même si je suis formatrice de formateurs de profs. Et du coup, je me pose cette question-là, c'est entre le moment où toi, tu t'es dit, tiens, dans mon activité, je sens qu'il y a des points sur lesquels j'aimerais travailler, j'aimerais pouvoir me faire aider, me faire accompagner. Entre ce moment-là et le moment où tu sonnes à la porte de Pédagogie en mouvement, finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, le fait que tu sois formatrice et que tu ressentes quand même le besoin de te faire accompagner, moi je trouve que c'est vraiment la base en fait. C'est comme ça que je vois ma pratique en fait, c'est-à-dire que les choses elles sont pas figées et on a aussi à apprendre tout au long de notre parcours. Donc mes formations et ma pratique elles sont pas figées, donc j'ai toujours des questionnements. Et justement quand ces questionnements ils arrivent, une des premières choses que je fais, c'est quand même... moi j'ai un parcours universitaire, donc la première chose que je fais c'est quand même d'aller chercher les réponses dans les livres ou dans les formations que j'ai pu suivre et de me dire voilà, est-ce que la réponse elle peut être quelque part là-dedans. Et même quand je la trouve, le livre c'est pas vivant, il n'y a pas l'échange derrière et l'expertise qui est vraiment liée à ma pratique. Et donc je pense que c'est quand j'ai vraiment besoin d'échanger et d'avoir le côté humain de l'accompagnement et de l'expertise que dans ce cas précis j'ai fait appel à toi. Pour les accompagnements. Et peut-être même avant ça, comment toi tu arrives à élucider tes propres besoins? Parce que quand on est dans la transmission, c'est pas toujours évident de se dire tiens, ça c'est un outil qui me manque, tiens, j'ai envie ou besoin d'avancer sur ça. Donc là, quelque part, je fais un step back pour se dire comment tu arrives à nommer tes besoins. T'arrives à le dire? En fait, je fonctionne beaucoup à l'échange avec mes apprenantes et à une sorte
de débrief en fait à la fin de chaque session de formation. Donc un débrief avec les apprenantes et puis avec moi-même. Je me fais toujours un temps de avec quoi je me suis sentie à l'aise, sur quoi je sens que j'ai besoin d'affiner ma transmission, quels sont les retours que j'ai sur telle et telle proposition. Et tout ça, je le note, je le consigne, voilà, j'en prends note. Et après, j'essaye de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de une question qui va arriver voilà, parmi une formation qui va être de l'ordre de l'exceptionnel, on va dire. Et dans ce cas-là, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je modifie, ajuste la formation juste pour ça? Enfin, juste pour ça, entre guillemets, parce que c'est jamais juste une question. Mais ou est-ce que c'est quelque chose vraiment de récurrent, où je sens que là, il y a soit un manque, soit un besoin d'éclaircir les choses, soit un besoin de préciser. Et à ce moment-là, je décide de l'intégrer euh, dans ma formation, enfin de le mettre à jour. Et c'est là où après tu fais le chemin pour aller jusqu'à de l'accompagnement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup déjà pour ce partage. Est-ce que avant qu'on rentre dans la problématique actuelle que tu as, moi je veux bien, pour qu'on te connaisse davantage, que tu racontes en 2-3 minutes assez rapidement, mais quelle est ton activité à l'heure actuelle? Moi, je suis formatrice en danse spécialisée en petite enfance et en périnatalité. Ce qui m'a amenée à être formatrice en danse périnatale et petite enfance, c'est quand même le fait que je suis animatrice d'ateliers. Donc voilà, ma pratique, c'est l'animation d'ateliers parents-enfants, parents-bébés, femmes enceintes. Et mon activité, elle est actuellement vraiment centrée sur la transmission, c'est-à-dire que j'aide les professionnels, donc qui sont soit des professionnels de la petite enfance, de la périnatalité, mais aussi du bien-être, du mouvement, de la danse, à créer, animer des ateliers pour les parents et leurs enfants, les parents avec leurs bébés, les femmes enceintes. Et tu dirais que parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui font ça, mais qu'est-ce qui, toi, te différencie? Ta patte à toi, elle se situe où? Alors oui, on est plusieurs hein, à proposer ce type de formation. Moi, je trouve que c'est plutôt une richesse parce qu'on a chacune notre parcours et nos affinités. Et moi, justement, mon parcours, il est varié, on va dire, parce que je suis à la fois au croisement des arts du spectacle, c'est ma formation initiale. Donc j'ai un parcours universitaire en arts du spectacle, spécialisé en danse, ce qui m'a donné plein d'outils sur le côté spectacle, scène, analyse du mouvement, etc. J'ai un parcours d'artiste chorégraphique. Donc j'ai créé une compagnie de danse, j'ai l'expérience de la scène, du secteur culturel. Et j'ai aussi un parcours en danse-thérapie, puisque je me suis formée pendant plusieurs années en danse-thérapie. Et la troisième chose qui fait un peu la particularité, c'est que je suis aussi formée en périnatalité, en petite enfance, avec des formations complémentaires sur le portage, le développement du bébé, la physiologie de la maternité, euh, l'éveil psychomoteur, etc. Donc en fait, c'est ces trois axes-là qui font ma patte. Ok. Et la problématique que tu as à l'heure actuelle, sur laquelle tu veux qu'on élabore ensemble des pistes de réflexion et que je puisse te donner aussi des endroits de travail. Oui, la problématique que j'ai, alors elle concerne beaucoup plus la question des ateliers parents-enfants. Ce que j'entends par atelier parents-enfants, je le différencie des ateliers avec les bébés. Donc pour moi, les ateliers parents-enfants, c'est quand même avec des enfants qui sont à partir de la marche, qui sont vraiment dans, on va dire, ouais, entre les 1-6 ans, pour faire large, mais qui sont vraiment sortis du stade 0-1 an, portage, etc. Et la question qui m'intéresse et qui m'anime en ce moment, c'est vraiment la question de la guidance. Alors il y a la guidance au sens large, c'est-à-dire comment j'amène les participants à se mettre en mouvement, par quelle porte d'entrée. Est-ce que ça va être voilà, la sensation, l'imaginaire, etc. Mais je trouve que la difficulté dans un atelier parent-enfant,
la question de la guidance, elle est double, parce que du coup, on s'adresse, elle est même triple, je dirais. On s'adresse par moment aux parents, donc à l'adulte, par moment à l'enfant, donc déjà la guidance, elle va être différente, et puis aussi au duo, pour favoriser le lien et inviter le duo dans les propositions. Et donc, alors c'est quelque chose que je pratique, c'est quelque chose que je transmets en formation, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais approfondir, parce que c'est intéressant et c'est pas si simple. Non, j'imagine c'est pas si simple parce que tu sais, ça me fait un peu penser dans un cours de mouvement de toutes disciplines confondues quand on a 2 niveaux dans le même cours. Oui. En fait, on va avoir une espèce de double guidage à certaines personnes et puis à certaines autres. Parfois, c'est une partie du groupe et une autre partie du groupe. Et parfois, c'est plus sur 2 personnes en individuel là-bas et puis tout le reste du groupe qu'on emmène. Donc, on doit avoir, je sais pas comment dire, plusieurs casquettes en termes de consignes. Là, tu sais, là, une des premières choses qui me vient, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est se dire, tiens, pourquoi est-ce que je dois avoir à ce point un guidage différencié ? Est-ce que je peux pas revenir à ce qui est commun au sein de chacun de ces 2 publics qui sont mélangés dans le même atelier ? Oui, en fait, pour poursuivre, j'allais dire, c'est une question qu'on m'a souvent posée, et ça va rejoindre ce que tu dis, c'est de se dire, tu sais, il y a cette question de la guidance imaginaire, qui est quand même une guidance Oui. très favorisée avec les tout petits, les enfants, le fait voilà, de rentrer dans le mouvement par l'imaginaire. Tu veux que je donne un exemple ? Donne un exemple de consigne. Oui, ça va parler aux gens qui écoutent le podcast. Par exemple, ça va être de se dire, on essaye d'attraper des étoiles dans le ciel. Voilà. Oui. Et on saute, on essaye d'attraper des étoiles. Là, j'ai fait l'atelier sur le thème de Noël il n'y a pas longtemps. C'était on met des boules sur le sapin, on décore le sapin, on enroule des guirlandes. C'est une manière d'inviter les tout petits à rentrer dans le mouvement. Néanmoins, en fonction de leur âge, de leur développement, ils n'ont pas encore accès à l'imaginaire ou tout à fait à l'imaginaire. Ou voilà, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la petite enfance. Et du coup, la question, qu'on me pose souvent, c'est mais est-ce que je peux guider par l'imaginaire, même si en fait les enfants, ils vont pas intégrer vraiment ou faire la différence à 1 an et demi, j'accroche des boules dans le sapin, c'est un peu abstrait quand même. Et moi, je réponds souvent, et c'est en ce sens que peut-être ça rejoint ce que tu dis, qu'en fait l'imaginaire, là, dans l'atelier, il sert aussi à guider les parents. Il sert à donner une ambiance à l'atelier, une couleur, à inviter les parents aussi à retrouver leur côté ludique, leur côté enfant aussi. Bien Et sûr. donc quelque part, c'est pas grave en soi si l'enfant, il se dit, enfin voilà, il va dire, mais elles sont où les boules dans le sapin ? Ben, c'est pas grave en fait, parce que le parent, ça va aussi le mettre en mouvement. Donc oui, je te rejoins, il y a une des manières, et notamment avec l'imaginaire, de se dire, ben en fait, je m'adresse aux 2 et chacun en fait va y prendre ce qu'il a à prendre. Oui, et ça peut être autant comme ce que tu verbalisais, c'est-à-dire faire revenir les parents à leur âme d'enfant. Et presque même, moi, j'aurais envie de les prévenir de ça. Tu sais, de se laisser emmener dans un conte. De ne pas l'amener de but en blanc, parce que l'adulte, il sait très bien que c'est pour de faux, que là, il n'y a pas de sapin, qu'on ne peut pas attraper comme ça les étoiles dans le ciel. Et donc, ça peut aussi un peu soit couper les personnes par rapport à la consigne, quoi. Finalement, ils ne vont pas s'en emparer. Ça peut aussi les faire être dans quelque chose qui serait trop pour de faux, trop illustratif, chez l'adulte, hein, j'entends. Oui. Et du coup, perdre en qualité de mouvement. Donc, de les prévenir que pendant tout un temps, pas forcément tout l'atelier, mais que le guidage, allez là, je vais davantage m'adresser aux enfants, à vous les enfants. Et de dire aux parents, en une phrase, hein, c'est pas oyez, oyez, j'amène un parchemin et je leur déclare 18 règles par rapport à l'atelier, mais de se dire, et les parents, vraiment, c'est votre âme d'enfant. On fait pas semblant, on se la donne, tu vois, pour de vrai. Quelque part, on joue, c'est pour de faux, mais pour de faux, on joue à faire pour de vrai. Pour amener les adultes à une implication dans le geste qui soit pleine et entière et qui soit qualitative par rapport à ce que toi, tu amènes de l'ordre de l'imaginaire. Presque avec les yeux fermés, on repart dans notre propre enfance finalement, pour que les adultes puissent s'en emparer sans qu'il y ait trop de distance finalement avec ce discours-là. Oui, c'est ça. En fait, là, en l'occurrence, l'imaginaire, ça vient vraiment aider les adultes à rentrer dans des propositions
de manière plus fluide. Mais de ne pas avoir peur de les en prévenir. De prévenir au début de l'atelier et de prévenir à un moment donné où toi tu pars davantage peut-être avec une voix de conteuse d'histoire, de dire aux parents ce dans quoi on rentre et quelque part ce que tu attends d'eux pour vraiment pleinement les y emmener. Tu Oui. vois, pour faire sauter la distance qu'il pourrait y avoir entre l'adulte humain valide qui est capable d'abstraction et puis justement, si on était capable d'abstraction, on pourrait se dire que, allez, on part dans un monde où on peut attraper les étoiles, quoi. De sortir du terre-à-terre de l'adulte humain valide, mais de les prévenir, de leur demander d'être dans ça. Oui, de toute façon, moi j'ai toujours en début d'atelier posé le cadre et puis quelque part commencé à raconter l'histoire, à expliquer ce qui va se passer. C'est juste que par moment, moi je trouve ce qui est intéressant en atelier parents-enfants, donc oui, effectivement, c'est par moment on est sur la même guidance, même si, même en étant sur la même guidance, il peut y avoir des choses qui se modifient dans la voix, dans la posture, dans le fait de par moment se mettre à niveau des petits, voilà, même si c'est la même guidance. Mais moi, ce que je trouve intéressant en atelier, et c'est là un peu la difficulté, entre guillemets, c'est que l'atelier parent-enfant, moi j'aime bien le voir de 3 manières, c'est-à-dire un temps pour le parent avec son enfant, un temps pour l'enfant, l'enfant, le tout petit, dans ses découvertes, sa relation aux autres, à l'espace, aux matières, etc. Mais aussi un temps pour le parent lui-même, et où là on va pouvoir peut-être l'amener à plus de conscience corporelle, de sensations, un temps un peu de respiration, un temps un peu pour lui, même dans l'atelier parent-enfant. Et là, du coup, la guidance, elle peut être un peu différente. Même si c'est acté que c'est ok à ce moment-là que, moi je le dis souvent, bah là c'est le moment un peu pour les parents, par exemple. Voilà, c'est pas grave, les enfants, on les laisse un peu vadrouiller. Et là, je peux guider différemment. Et ça, pour moi, ça change complètement la donne. Parce que si tes moments sont très différenciés, pour le lien, pour l'enfant, pour le parent, et d'ailleurs c'est judicieux de terminer par le parent parce que c'est lui qui potentiellement a le plus de patience, ça veut dire aussi que tu peux mettre toi, je ne vais pas dire l'objectif, mais en tout cas un petit peu plus d'emphase sur un guidage plutôt qu'un autre. Oui. Savoir à qui tu t'adresses. Et finalement, tu n'as pas au sein d'un même atelier en permanence le double guidage. Non, effectivement, ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. De marquer pour toi, mais aussi pour les personnes qui te font face, le temps dans lequel on rentre et que c'est OK. Et même dans le temps dans lequel on rentre, si par exemple tu rentres dans le temps où tu guides davantage pour les enfants, je commencerai par m'adresser, non pas aux enfants, mais aux personnes du groupe auxquelles tu vas moins t'adresser pendant le quart d'heure qui arrive. Donc je commencerai, quand tu es avec le guidage pour les enfants, à m'adresser aux parents pour dire là, on rentre dans tout un monde pour vos enfants et hop, et c'est là le moment où tu te mets à hauteur d'enfant, accroupi, etc. Ouais, c'est intéressant, j'avais pas vu les choses comme ça. Ouais, et ça va pouvoir indiquer de ok, c'est pas complètement à nous qu'elle va parler là maintenant, et c'est ok, et on se sent pas laissé de côté. C'est ça qui est important. Oui. Parce que sinon tu vois, c'est un peu comme si, et maintenant je vais m'adresser aux parents, les enfants ils vont partir en vrac. Alors que de donner une chose à faire aux enfants au moment où justement, en fin d'atelier, tu t'adresses à leurs parents, ils ne sont pas laissés à l'abandon. Ils ont quelque chose à faire, même si toi, ton regard, il se détache un petit peu de eux. Mais voilà, tu les as prévenus que tu étais encore avec eux, mais que tu allais plus t'adresser à l'autre public qui habite ce même atelier. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et puis, tu sais, je me disais les moments. Donc là c'est quand tu t'adresses aux uns puis aux autres. Donc, on prévient d'abord les personnes auxquelles on ne va plus s'adresser pendant un moment pour leur dire qu'on ne les abandonne pas. Quand il y a le moment du double guidage, quand tu es davantage sur entretenir le lien, les mettre en mouvement conjointement, moi, j'aurais tendance à te conseiller de revenir à ce qui est très premier dans la consigne, c'est le rythme. C'est les onomatopées, c'est la prosodie de la voix, c'est pas la sémantique. De revenir à tout ça, tu peux même t'autoriser un moment où tu joues, tu sais, en parlant gros melot, quoi, quand les mots ne veulent rien dire, mais où tu es davantage à
tu vois, étirer un mot, faire des bruits de langue, etc. Parce que ça, la musique, quelque part, c'est très premier et tout le monde va pouvoir s'en emparer, parents comme enfants. Enfin, enfants comme parents. Ça, c'est une possibilité par moment. Oui, après c'est quelque chose que je fais déjà un petit peu. Peut-être que je le développe pas assez, parce qu'il y a aussi la question de nos propres Oui, affinités avec les propositions. Et moi, pas forcément ma grande affinité, le rythme et la voix. Mais c'est quand même quelque chose que je propose. Et effectivement, il y a quelque chose oui, de très premier, de très archaïque même dans le rythme. absolument. Et ça fonctionne. Et tu sais, même si le côté rythme ou créer des sons un peu étranges, ça ne te correspond pas, quand il y a un outil pédagogique qui ne nous correspond pas, ou en tout cas pas maintenant, bah, faut pas y aller, pas tout de suite, parce qu'il faut habiter pleinement sa propre transmission. Mais ça peut être aussi sur les consignes que tu utilises déjà, avec le côté imaginaire conte, de jouer avec, par exemple, la répétition de certaines phrases. Oui, Ou au sein d'une même phrase, d'aller, tu vois, de pas tout révolutionner non plus, hein, mais de te dire, je vais répéter plusieurs fois la même phrase, je vais jouer, ça c'est assez simple à faire, c'est facile comme outil, on peut s'en emparer facilement, c'est jouer avec le volume sonore. C'est très premier aussi, ça. oui. Des moments où tu vas davantage murmurer la même consigne et puis la dire un peu plus fort, puis crescendo, décrescendo. Donc, t'as pas bougé ta consigne, t'as pas bougé tant que ça la sémantique, elle a pas bougé puisque c'est la même phrase. Tu bouges pas tant que ça le rythme, mais tu joues avec l'intensité. Tu Oui. vois, avec un paramètre qui va peut-être être plus facile à appréhender pour toi que le rythme. Oui, c'est vrai qu'après, je joue, alors pas dans toutes les variations que tu viens d'évoquer, mais voilà, en gros, le fait de chuchoter, resserrer un peu le groupe, l'espace, ça je l'utilise. La concentration aussi, et puis ça favorise aussi euh, la surprise de ce qui va venir après en atelier parents-enfants. Genre, Oui, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. On se rapproche. Donc ça canalise un petit peu, mais ouais, je le fais pas dans toutes ces variations possibles. Après, c'est intéressant parce que ce que tu dis là, sur le rythme, le principe de la répétition, de répéter des choses, moi j'utilise beaucoup le support des albums jeunesse et des histoires oui. pour créer mes ateliers, nourrir mes ateliers, les idées, même d'imaginaire, mais pas que. Et du coup, il y a beaucoup d'albums qui sont construits comme ça, sur le principe de la répétition, de répéter Mhm. des phrases, de reprendre toujours la même chose. Et du coup, ça pourrait être une manière aussi de... je vois là l'idée de faire plus le lien entre le rythme et les albums jeunesse. Les albums jeunesse qui sont vraiment mon affinité première, l'imaginaire, le mouvement qu'il y a à l'intérieur. Le rythme un peu moins, mais d'aller du coup plus chercher ça à l'intérieur de ces supports-là. Oui, oui, et puis de pas, tu sais, parfois, j'ai un credo, c'est donner moins pour donner mieux. Il ne s'agit pas de tout retenir, mais de parfois faire plus simple, ça permet aux personnes de s'emparer de la consigne, de dire qu'est-ce qu'on voit sur cette page. J'invente des trucs, hein, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on voit sur cette page. Ah, ben il y a beaucoup d'arbres, ah, ben il y a du vert, il y a du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Je répète le même mot, mais je joue à l'intérieur avec le volume sonore, un peu avec le rythme, on peut jouer avec le côté mélodique, on pourrait aussi le faire répéter aux personnes, Oui, tu vois, pour faire en sorte que, voilà, s'emparer de ce qui est très premier dans le son lui-même, avant même le sens des mots. ouais, mais ça c'est vraiment une bonne piste parce que ça vient résoudre un petit peu en quelque sorte mes non-affinités premières avec le rythme. Mais avec le texte, la répétition, les mots, oui. Oui, et puis petit à petit, souvent on se fait prendre pardon, à notre propre jeu. C'est-à-dire le fait d'oser le faire une fois, bah, la fois d'après, on va un peu plus loin, puis la fois d'après, on va le faire avec, j'en sais rien, une autre couleur, un autre moment, ça va pouvoir émerger. Aussi bien, Oui, il y a un petit qui va répéter quelque chose, et puis ça va te donner l'idée. Il y a ça aussi, c'est parce que c'est magistral quand même quand on enseigne à des tout petits, c'est qu'ils nous proposent foult idées. Mais voilà, de revenir en tout oui, cas à c'est ce qui est vrai. très premier.
Et puis il y a peut-être des personnes qui sont en train de nous écouter qui disent mais moi ça me parle pas, j'enseigne pas à des enfants. Je me permets de rappeler que le côté la musique en fait dans le discours, c'est très premier pour faire bouger les gens bien avant le fait de mettre du sens. Donc vraiment de revenir à ça. Le rythme, moi j'aime bien le mettre par contre, alors moi avec la voix, même si quand je dis c'est pas mon affinité, ça veut pas dire que je le fais pas, hein, c'est que je le fais de la manière dont moi je suis à l'aise de le faire, mais j'utilise par contre beaucoup les sons du corps, voilà, je trouve que c'est quelque chose Ouais. qui est facilitant pour moi de venir frotter, gratter, tapoter, faire des Oui. petites percussions, donc voilà, même des petits bruits, des sons avec la bouche. Mais ça, par contre, oui, c'est quelque chose que j'utilise et qui fonctionne très bien en atelier parents-enfants parce que justement, c'est quelque chose qui est très premier et qu'on peut vraiment, on peut vraiment s'accorder ensemble, entrer en relation par le rythme. Oui, et tu sais même ce que tu dis des sons de cordes. Tu vois, là, je suis en train de frotter mes mains, de frapper sur mon sternum, ça doit s'entendre dans ma voix qui change. Tu peux aussi faire en sorte que le son associé, au-delà du son du geste sur soi-même, mais le son de la voix, il puisse venir du groupe. Et ça aussi, je trouve que c'est une astuce, c'est de ne pas toujours tout porter. Il y a certains éléments qu'on peut amener, faire émerger chez les personnes du groupe qui nous fait face. Oui, je vois. Tu vois, de leur demander, d'une façon ou d'une autre, d'illustrer les mains, elles font pliquit, 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 ou je sais pas quoi, tu vois, enfin, tap, 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 tap. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre? Et c'est eux qui, quelque part, vont te le donner et porter une musique ou un rythme de consigne, finalement. Oui, bah moi, ça fait vraiment partie de ce que je propose en atelier et de ma manière de voir les choses, c'est-à-dire un équilibre entre ce que moi je vais proposer, qui va être porteur en fait pour le groupe, notamment pour les adultes, on va dire. Ça va les rassurer en quelque sorte de suivre, d'être justement, on parle de guidance, d'être un peu dans l'imitation ou dans se laisser porter par le fait que je puisse décrire un mouvement à faire. Mais l'équilibre, il se fait aussi avec les laisser être source de propositions. Oui. Et moi, je me mets souvent en retrait, je laisse. Et pour moi, c'est le cœur de l'atelier parents-enfants, c'est de donner assez de pistes, un peu pour qu'ils puissent après se lancer. C'est-à-dire de ne pas commencer l'atelier direct par aller trouver tout par vous-même, parce que je trouve que c'est difficile, il faut quand même Oui, c'est rentrer abrupt. dans le mouvement, se rendre disponible, etc. Mais par contre, après, le cœur de l'atelier parents-enfants, c'est justement de les laisser trouver en duo ou en trio ce qu'ils ont envie, eux, de faire à partir d'une consigne, d'une suggestion, d'une proposition. Parce que c'est là vraiment qu'ils vont rentrer en relation le plus possible, en créant ensemble. C'est ça, à la fois ils vont rentrer en relation, à la fois se connecter chacun à eux-mêmes, chacune à eux-mêmes, à elles-mêmes, à la fois être porteur de propositions pour toi aussi, pour de prochains ateliers, et puis aussi être porteur de propositions sur la façon d'amener les choses, de dire tiens, il y a cette proposition, pas que sur le contenu, mais sur la façon de l'amener qui peut être intéressante, dont tu peux t'emparer toi après, soit à l'instant T, soit pour d'autres ateliers. C'est ce que je dis souvent un peu sur le ton de la blague quand je faisais des ateliers avec les enfants, c'est de se dire en fait les enfants ils nous préparent l'atelier suivant. En fait on fait un atelier avec des enfants, ils sont tellement créatifs, ils proposent des idées, l'atelier d'après il est totalement préparé, remis à jour avec ce qu'ont proposé les enfants. Sûr. Je donne un dernier outil qui va peut-être paraître très contradictoire avec ce que j'ai mentionné précédemment, que ça soit revenir à ce qui est commun, l'onomatopée, le rythme, faire revenir les parents à leur âme d'enfant, ou l'autre moment où je disais de séquencer davantage les différents types de guidage, c'est au moment où tu donnes conjointement finalement des consignes pour les parents et pour les enfants. C'est un autre outil, à voir comment tu le manies ensuite. Ça serait de donner aux parents en temps réel des clés de lecture sur ce que tu es en train de faire. Ça me fait vraiment penser, tu sais, quand on guide un cours, même si c'était des adultes avec des gens qui sont plus débutants, des gens qui sont plus avancés, et de se dire, les gens plus avancés, il faut leur donner un peu plus de bouffe.
parce qu'ils de bouffe dans le mouvement, de bouffe pédagogique, parce qu'ils ont à la fois les capacités pour le faire et que peut-être aussi c'est un appétit qu'ils et elles ont. Et ben ça peut être ça aussi, par moment, par bribes. Je le ferai pas tout le temps pour pas mettre les parents dans trop d'analyse, dans des choses trop intellectuelles, alors que justement on veut les mettre en mouvement et construire le lien avec leur enfant. Mais par moment, par bribes, d'avoir ce double discours où finalement l'adulte, tu t'adresses plus à son âme d'enfant, au contraire, tu t'adresses à sa capacité d'analyse logique, etc. Et de dire, voyez, là je cherche à faire ça pour... Et le fait de leur donner une clé de lecture, ça va aussi permettre de leur faire prendre de la hauteur et peut-être une prise de conscience intéressante par rapport aux liens qu'ils sont en train de construire avec leur enfant ou par rapport à une lecture, par rapport à ce que propose l'enfant. Tu vois, c'est vraiment un tout autre endroit. Hein. Oui, c'est vrai que, en fait, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression que je le fais déjà de manière intuitive, mais j'arrive pas à l'identifier, tu vois. Là, ce que je te propose, c'est de choisir un moment de ton atelier pour le faire. Quand c'est comme ça, quand on a envie ou besoin soit de ramener de la conscience sur ce qu'on est en train de faire, soit de ramener un outil qui est nouveau, c'est de le choisir au préalable. De te dire, il y a tel moment du guidage, je vais donner aux enfants, je sais pas quoi, moi, telle consigne. Et ben là, je fais du doublage, je fais les sous-titres pour les parents à ce moment-là. De le prévoir vraiment en amont. Je crois que je le fais en début d'atelier, mais je sais pas si ça correspond à ce que tu dis, mais en fait, je fais souvent une sorte de réveil corporel, mise en mouvement avec les parties du corps, mais guidée par l'imaginaire. Ça va être par exemple, je m'habille, je mets mes chaussures, on mobilise les pieds, je mets le pantalon, on mobilise les jambes, je mets la ceinture, on mobilise le bassin. Donc pour les enfants, c'est l'imaginaire, et pour les adultes, j'essaye d'avoir une sorte de deuxième guidance en leur disant voilà, on vient d'étendre le bassin, on laisse le mouvement se prolonger dans la colonne, et du coup, tu vois, ça vient dénouer un peu des tensions, vous faire du bien. Je sais pas si c'est ça exactement, tu vois, ce que tu es en train de dire. Si tu leur dis, là, on cherche à mobiliser le bassin, etc., pour moi, là, c'est le double guidage en temps réel. Tu as donné une consigne aux enfants, tu donnes une consigne aux parents. Mais ce n'est pas la même chose que de dire ce que tu as dit juste à la toute fin, qui est, ça va vous permettre de, je sais pas quoi moi, étirer les muscles de colonne. Oui, du coup là, ça serait justement la clé de lecture de ce qu'on est en train de faire. De réveiller la tactilité du pied, tu vois, ça c'est pas un mot pour un enfant qui a 2 ans et demi. Enfin, il peut l'entendre, hein, je fais pas de rétention de savoir, mais a priori c'est plutôt l'adulte qui va s'emparer de ce mot-là. Et donc cette lecture de ce que l'on fait, pas ce que l'on fait finalement, mais pourquoi on le fait, comment on le fait, à quoi ça sert, dans quel but. Je commence à saisir quand par exemple, tu vois, en fait, pourquoi on va jouer avec le rythme en atelier parent-enfant. C'est parce que, comme on disait, c'est premier, on s'accorde, on rentre en relation, mais quelque part, de se servir de l'atelier parent-enfant pour les parents, pour jouer à ralentir ou à pas être dans le même rythme que leur enfant, ou s'autoriser à aller lentement pendant que l'enfant va plus vite, etc. Ça, en fait, ça sert dans le quotidien. Exactement. C'est une clé de lecture du quotidien, de se dire, ok, c'est ok dans le quotidien. J'ai la mémoire corporelle un peu du fait que j'ai ralenti pendant l'atelier, ou que je peux ralentir. Voilà, j'ai la mémoire corporelle et surtout j'ai la prise de recul pour me rendre compte de ce que je suis en train de faire en temps réel. Parce que la mémoire corporelle, on serait encore dans le faire. Mais voilà, c'est leur donner une capacité à la prise de recul. Ouais, c'est ça. Je vais donner un autre exemple qui sort un peu de tes ateliers. C'est une personne qui m'avait contactée pour un accompagnement individuel qui enseignait l'anatomie à des profs de yoga. Et elle me disait, c'est une personne qui est kiné, et elle me disait, mais dans les profs de yoga, il y a aussi des gens qui sont kinés et qui du coup connaissent déjà a priori bien l'anatomie. Et avec parfois un peu, tu sais, la querelle de clocher qu'il peut y avoir au sein d'une même corporation. Et je lui disais, mais en fait, ces personnes-là, il faut que tu leur donnes un autre endroit de lecture.
Par exemple, je sais pas moi, une découverte récente ou la lecture d'une étude que tu viens de faire. Quelqu'un qui est novice, tu vois, ça, elle peut pas l'entendre. Quelqu'un qui a déjà du niveau, elle peut l'entendre. Ou alors, je lui disais, d'amener dans leur regard, en pointant du doigt, le fait de comment toi, tu allais amener les choses. Tu vois, de mettre un regard pédagogique sur son propre enseignement. Ben là, finalement, c'est un peu la même chose transposée au public que tu as. De leur donner une clé de lecture qui va leur être utile pendant l'atelier et, comme tu le soulignes justement, leur être utile après dans la vie. Oui, c'est vraiment ça. Ah, c'est bien. C'est bien, je suis contente. Dis-moi, Céline, on arrive à la fin de notre épisode Le Déclic. Avec quoi tu repars de cet épisode ? Avec plusieurs choses. Déjà, l'idée que je fais déjà des choses dans les ateliers sans en avoir conscience. Et du coup, je pense que je vais prendre le temps de remettre au goût du jour un peu certaines propositions avec ce qu'on s'est dit. La question du rythme et de la lier aux albums jeunesse, à mes sources de créativité. Et puis reprendre un peu mes propositions avec cette histoire de double guidance, de guidance commune. Je pense que je repars avec plein d'outils. Et est-ce que tu sais quel est le premier que tu as envie ou besoin de mettre en place ? Je pense que ça va être celui sur le rythme. Écoute Céline, merci beaucoup de t'être prêtée à ce jeu pas évident qu'est l'épisode Le Déclic, arriver avec une problématique et puis repartir avec des pistes de travail. Pour les personnes qui ont envie de participer comme toi à ce format Le Déclic, je mettrai en lien dans la description mon contact par courriel pour pouvoir postuler aux épisodes. Et puis, je te remercie, Céline, vraiment beaucoup pour ta confiance. Merci à toi, Anne, de m'avoir invitée. C'était super, comme d'habitude. Merci à toi. Et puis, je vous dis à bientôt. Le Déclic. Si ce format d'épisode résonne avec ta pratique, qu'il met en lumière tes propres questionnements, et surtout s'il révèle ton envie d'avancer, je te propose de bénéficier d'un accompagnement individuel. Un espace sécure, sur mesure, qui répond à tes besoins spécifiques pour prendre le temps de faire grandir ta pédagogie avec rigueur, finesse et humanité. Contacte-moi via mon site www.annedebreilly.fr.